De retour dans le grand JT d'éducation, nous sommes avec Virginie Landemaine. Bonjour. Ravie. Bonjour Virginie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes autrice de l'ouvrage « Pourquoi je n'arrive pas à aller à l'école ». Vous pouvez nous montrer le livre, vous l'avez près de vous, qu'on le voit bien. Oui, je peux vous le montrer. Voilà, un livre qui a été fait en auto-édition, Une maman courageuse jusqu'au bout, un livre que vous avez écrit car vous avez découvert la phobie scolaire de votre fille. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça a commencé ? Oui, donc j'ai découvert la phobie scolaire en même temps que j'ai découvert la phobie scolaire de ma fille. Parce que je ne savais pas vraiment de quoi il s'agissait en fait avant de la vivre personnellement. Et je ne sais pas si vous m'entendez là. Oui, oui, très bien, je vous entends, je vous en prie. Vous m'entendez bien ? Oui, 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 ça va, je vous entends. Allez-y. Donc voilà, j'ai découvert, je disais, l'univers de la phobie scolaire, en même temps que voilà, c'est déclenché la phobie scolaire de ma fille quand elle est rentrée au collège en 6e. C'était il y a près de 2 ans maintenant. Et pourquoi la 6e ? C'est-à-dire que tout se passait bien pendant les classes de primaire ? Il y avait jamais eu de signe avant-coureur, tout se passait bien. Alors pour préciser en fait le contexte, c'était une petite école rurale, voilà, avec une ambiance familiale, conviviale, où tout le monde se connaissait. Donc voilà, mis à part une lenteur d'exécution qu'on nous avait soulignée quand elle était en CP, et après on savait aussi que voilà, c'est une enfant qui est lente, enfin qui a besoin de prendre son temps, mais ça n'a jamais été handicapant en fait pour elle. Jusqu'à donc son arrivée en 6e, où là, disons qu'il y a eu un certain nombre de paramètres, de facteurs, parce que ce qu'il faut préciser, c'est que dans une phobie scolaire, souvent, et c'est ce qui rend la chose difficile à identifier, c'est que c'est complexe parce que souvent multifactoriel. Et c'est pour ça que c'est souvent un long parcours du combattant, parce qu'il y a plusieurs paramètres en fait qui rentrent en jeu, et ce qui fait que c'est pas si simple que ça du tout en fait à repérer. Alors, à repérer, comment vous avez fait pour déceler ? C'est-à-dire que vous avez vu un comportement différent, anormal chez votre enfant ? Est-ce qu'elle vous la sentiez stressée, ou parce que tout d'un coup ses notes ont faibli ? Comment ça s'est manifesté au début ? Alors, le premier jour, donc, elle était ravie de sa rentrée. La première chose qu'elle a dite en rentrant le soir, c'est « c'était trop bien ». Donc moi, je savais en fait, pour avoir consulté le site internet du collège la veille, qu'elle se retrouverait toute seule de son ancienne école dans sa classe. Donc je savais que ce ne serait pas forcément un point qui allait l'aider, parce que voilà, c'est pas forcément une enfant extravertie qui va facilement vers les autres. Mais cela dit, son premier jour a été pour elle génial, en fait, c'était ses mots. Et puis les difficultés sont apparues au fur et à mesure. Elle s'est retrouvée en difficulté pour prendre ses cours, ses devoirs, noter dans son agenda, se dépêcher d'aller aux cours suivants, changer toutes les heures, trouver la salle. Voilà, en fait, il faut préciser aussi qu'elle s'est retrouvée donc propulsée dans le 2e plus grand établissement, enfin collège du département en termes d'effectifs. Donc, ce qui fait que ça faisait aussi une grosse transition par rapport aux 8 années passées dans ce petit cocon en milieu rural. Donc tout ça a fait qu'au bout d'à peu près 2 mois, les premiers signes en fait sont apparus, avec des maux de tête quasiment quotidiens. Et puis un stress qui allait grandissant et qu'on ne savait pas expliquer en fait. Donc le premier appel de la CPE pour signaler l'absence de ma fille. Donc évidemment, moi je n'avais pas de justification à lui fournir, puisque j'étais moi-même sans explication. Et puis voilà, ça a été comme ça crescendo en fait jusqu'à la fin de l'année, décembre, où elle ratait régulièrement 2-3 jours par semaine. Comment s'appelle Donc votre enfant ? enfant ? On s'est penché sur des causes physiologiques en fait, parce que les maux de tête, voilà, on a pensé à plein de choses. On a aussi pensé au harcèlement. On a vraiment cherché, donc de concert avec la CPE d'ailleurs. Et puis en fait, voilà, c'est fin janvier. Donc mon papa venait de décéder, et c'est à partir de là où elle n'a plus été en capacité du tout d'y aller, en fait. Comment s'appelle votre fille, Virginie ? Comment s'appelle votre fille ? Comment ? Laïa. Laïa. Et Laïa, est-ce qu'elle exprimait quelque chose ? Est-ce qu'elle arrivait à mettre des mots sur ce qui se passait ? Est-ce qu'elle vous disait « non, je ne veux pas aller à l'école » ou juste « je ne me sens pas bien » ? Elle faisait le lien avec l'école ou pas ? Elle n'exprimait pas comme ça, de cette façon, le fait qu'elle ne pouvait pas y aller. Souvent, ce qui se passe, c'est que chez les enfants qui vivent une phobie scolaire, ils ne savent pas ce qui leur arrive. C'est ça aussi qui est compliqué, parce que c'est une vraie souffrance. Ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Ça les dépasse complètement. C'est pas comme un rhume ou une angine, où là,
on sait ce qui se passe et on sait comment traiter. Là, en général, voilà, ils ne savent pas ce qui leur arrive, ça les dépasse complètement. Et voilà, ce qu'elle disait, en fait, c'était qu'elle ne savait pas, elle n'arrivait pas à aller à l'école, mais elle ne savait pas pourquoi. Et donc, en fait, ça les met face à leurs difficultés, c'est une vraie souffrance. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que moi, ce que j'ai compris au fil de mes rencontres, les thérapeutes que j'ai rencontrés, c'est que la phobie scolaire, c'est un burn-out. C'est un symptôme, en fait, qui cache quelque chose. Et quand la phobie scolaire est installée au point où l'enfant ne peut plus du tout aller à l'école, c'est le burn-out. Et c'est une souffrance vraiment forte. Donc, c'est pas du tout un caprice, hein, parce que c'est le genre d'idée en fait qui continue de courir. C'est vraiment une incapacité physique d'y aller. La tête veut, mais le corps ne peut pas. Alice Rivière, vous qui êtes porte-parole de la FCPE, qui êtes constamment en relation avec les parents, justement, les familles, est-ce que vous avez vu beaucoup ce type de situation de phobie scolaire ? Alors, tout d'abord, je félicite Virginie d'avoir écrit ce livre parce que c'est toujours intéressant entre pairs d'avoir des témoignages de cet ordre-là et ça nous permet aussi de comprendre ces mécanismes-là parce qu'on se sent seul. Et je crois qu'elle a très bien exprimé en fait ce qui est arrivé à Laïa, c'est-à-dire qu'elle s'est sentie dépassée. On passe d'un. Je serais curieuse de connaître l'effectif du collège dans lequel est arrivée bah oui, on sa voit, fille. Vous disiez, Virginie. Voilà, ça, je pense que voilà, et ça demande un accompagnement très fort d'un point de vue des adultes, à la fois sur la méthodologie, sur les enfants, mais ils n'ont pas le temps de s'occuper. On est aujourd'hui à l'école. Quand vous dites ils, c'est le personnel éducatif, absolument, les enseignants. On est sur une situation similaire à ce qu'on connaît à l'hôpital. Tout le monde sait quand on passe aux urgences que c'est pas agréable. Et cette notion de maltraitance, en Seine-Saint-Denis, on a fait deux exemplaires des assises de l'éducation. Et les 2 fois, les parents nous ont dit une chose, l'école est maltraitante pour nos enfants, des toilettes à la maternelle jusqu'à Parcoursup. Voilà ce qu'il en est ressorti. Et maltraitante ? C'est les mots qui ont été exprimés. Wow. Ça en dit long quand même. Hein. Oui, bien sûr, mais ça s'exprime. Alors bon, heureusement, là, il n'a pas eu à subir des situations de harcèlement. En général, les phobies scolaires sont plutôt liées à ce genre de choses. Mais ce que Virginie décrit, c'est-à-dire les maux de tête de la ptiote, avec une entrée en 6e, c'est-à-dire ce côté, on est super content, il y a plein de nouveautés, il y a plein de choses et tout, et puis d'un coup, on a les yeux plus gros que le ventre, et on est dépassé. Et là clairement, c'est une problématique d'accompagnement de l'élève de façon individuelle et collective. Alors, vous disiez, Virginie, que justement, vous étiez en relation avec l'établissement en question, qu'ils vous aidaient aussi à essayer de comprendre ce qui se passait, à faire un diagnostic, si je puis dire, sur l'état de votre fille. Est-ce que vous avez été voir tout de suite un médecin ? Est-ce que vous en avez parlé ? Parce que vous me dites, oui, on peut penser que c'est un cliché, comme ça, c'est un petit caprice. C'est ce que vous avez entendu aussi autour de vous ? Alors, moi, la première, moi et son papa, au début, donc on est un peu passé par toutes les émotions, par toutes les interrogations, et forcément, à un moment, on se demande, est-ce que tu n'en fais pas un peu trop ? Est-ce que ce serait pas un peu capricieux ? Et oui, on vous donc, comprend. ça dure pas longtemps, parce qu'évidemment, quand on voit son enfant qui est stressé à ce point, on comprend que ça n'a rien à voir avec un caprice. Mais forcément, enfin, je comprends que certains professionnels de l'enseignement peuvent avoir encore ce regard sur la phobie scolaire aujourd'hui. Mais c'est vraiment important de savoir que ça n'a rien à voir avec un caprice et que c'est vraiment quelque chose qui dépasse l'enfant. Je voulais préciser aussi, en fait, ce que j'ai découvert au cours de ma démarche, c'est que dans 80% des cas de jeunes concernés par la phobie scolaire, on trouve un profil cognitif dit atypique. Oui. D'accord. C'est-à-dire à des enfants qui ont un problème, une particularité 10, dyslexie, dyscalculie, dysorthographie. Ça peut être aussi troubles de l'attention, hypersensibilité, HPI, et même des traits autistiques, voilà, par exemple. Donc, évidemment, en plus, ce qui complexifie encore plus les choses, c'est quand il y a un effet cocktail. Mais voilà, en fait, c'est quelque chose qui est important à souligner aussi, cette particularité. Et moi, ça m'interroge, parce que je me demande pourquoi aujourd'hui, il y a 20 ans, il y avait forcément des enfants avec ces profils, ces façons de fonctionner dites atypiques. En fait, donc ça interroge sur la question de la normalité. Quelle est la normalité aujourd'hui du cadre? Est-ce que le cadre est adapté? Moi, je ne pense pas que ce sont ces enfants qui ne sont pas adaptés. À l'inverse, je vois plutôt en fait, que le cadre n'est plus suffisamment adapté aujourd'hui.
Oui, et puis il y a un manque cruel, c'est ce que disait aussi Alix Rivière, eh bien de personnel aussi pour pouvoir être présent et pour pouvoir répondre et puis pouvoir déceler aussi ces problèmes-là, ces problèmes de 10. Mais il y a quelque chose d'un peu... Enfin, c'est intéressant ce que dit Virginie, parce qu'il y a quelque chose de très flou sur cette frontière justement du neuroatypisme par rapport au neurotypique. C'est-à-dire que, pour faire simple, ces fonctions cognitives qui peuvent ralentir l'apprentissage des savoirs dits académiques, parce que c'est de ça dont on parle en fait. Oui, ou alors gérer le stress, gérer les émotions aussi. C'est pas que... Oui, c'est lié... Enfin, après, on ne sait plus où est la poule de l'œuf, mais oui, effectivement, on est là-dessus. Mais il n'y a pas... C'est très compliqué. Aujourd'hui, l'institution reconnaît la chose. Alors, vous avez des plans d'accompagnement personnalisés, ce tas de choses. Mais dans les faits, on n'arrive pas vraiment à faire évoluer la situation pour que les cours soient un petit peu différents. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, du coup, l'enfant est bien conscient aussi de ce désarroi des adultes face à lui, et ça ne l'aide pas. Alors, j'imagine que vous avez vu, Virginie, c'est la dernière question, malheureusement, parce que le temps court, mais j'imagine que vous avez vu donc, médecin, psychologue, et que pour vous, ce moment où vous avez écrit votre livre, ça a été une libération aussi pour vous et aussi pour votre fille, qu'elle se sente voilà, épaulée par ses parents, écoutée, et qu'enfin, elle puisse reprendre une scolarité normale. Oui, donc rapidement, on a consulté un médecin généraliste pour éliminer justement les causes physiologiques, des spécialistes aussi. Donc nous, on a fait le choix de l'hypnothérapie. La psychothérapie classique ne fonctionnant pas. Voilà. Pour ce qui est de retourner à la scolarité dite normale, aujourd'hui, en fait, cette année, ça se passe au CNED parce que son année de 5e a bien commencé, mais la phobie scolaire est revenue. Oui. Donc, la rentrée de 4e, là, on est en train de déposer un dossier pour un établissement qui serait génial, en fait, pour elle, parfaitement adapté. Et voilà, c'est un établissement qui a fait le choix, en fait, au fil des années, d'accueillir les enfants qui n'arrivent pas à trouver leur place dans les établissements classiques. Oui, et puis peut-être plus petit, effectivement, à échelle humaine, donc elles se sentent moins, effectivement, oppressées. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Virginie Landemaine. Je rappelle donc le titre de votre ouvrage, « Pourquoi j'arrive pas à aller à l'école ?» que vous avez fait en auto-édition. Bravo, merci de ce combat pour elle, pour vous et pour tous ceux qui nous regardent et qui peuvent évidemment connaître ça au sein de leur famille. Alix Rivière, merci beaucoup d'avoir été avec nous aussi voilà, pour discuter de cette phobie scolaire qui... et malheureusement fréquente. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la FCPE en Seine-Saint-Denis. Et puis, on se retrouve peut-être bientôt pour parler de ce problème en espérant qu'on trouve des solutions ici sur le plateau du Grand GT, qu'on réfléchisse sans cesse à améliorer le quotidien de l'éducation et de nos enfants. Merci à vous deux. C'est l'heure de la chronique de Mickaël Dorian, ça tombe bien, il est là.